Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Bienvenue dans ce petit déjeuner de l'actu. Il est 8h51 avec Virginie Martin, avec Elisabeth Lévy, avec Françoise Degois. Vos appels au 0826 300 300, c'est le moment si vous voulez débattre des sujets qui vous intéressent ce matin. Ouais, comment s'en sortir déjà de la grève, est-ce qu'on va en sortir quoi? Si vous avez une baguette magique, vous le dites parce que oui, ça serait bien. vous envoyez un petit SMS à Édouard Philippe, à l'ensemble en fait des syndicats. Virginie Martin, si M. Martinez s'en était là, il sortir? vous dirait c'est simple, comment s'en sortir que le gouvernement retire son projet. C'est ça, j'allais le dire, mais enfin bon, merci, vous êtes mon porte-parole. Non, mais je me faisais la porte-parole de M. Martinez. Très bien, écoutez. Mais allez-y, cher Non, François. allez Virginie. Virginie, comment sortir donc évidemment de ce conflit? Oui, je pense que ça va se durcir de toute façon, parce que j'entendais aussi la chronique de Françoise ce matin, et je trouve qu'elle a absolument raison, c'est qu'il y a une base qui est très déterminée. Ah oui, non, mais la base est déterminée, oui. À ne pas céder, parce que véritablement, cette réforme est vue comme non légitime, non nécessaire, non utile et en plus injuste. Donc de toute façon, il n'y a presque rien à sauver, si je puis dire. En plus, il y a encore l'opinion publique qui est plutôt favorable à la grève et aux syndicats, donc ça c'est très important aussi, la bataille de l'opinion. Et quand on voit aussi dans les sondages plus précisément, on s'aperçoit que, notamment, bien sûr, les gens plutôt à droite soutiennent la réforme d'Édouard Philippe Macron, mais aussi les retraités eux-mêmes. Ils ont la part belle. Pour l'instant, c'est nous qui payons leur retraite. Évidemment, ils peuvent être d'accord avec une réforme dont ils ne verront absolument jamais les fruits. Donc, évidemment, c'est aussi un peu culotté, si je puis dire, quand on voit ce détail dont on ne parle jamais. Si, on en parle. C'est la honte des retraités. Et Elisabeth Lévy. C'est la honte, t'es d'accord? Non, c'est un peu honteux, si vous voulez. Les retraités, il y a quand même un sentiment un peu égoïste dans ce que révèle Virginie, c'est que eux, ils prennent pas part à la bataille, puisque de toute façon, ils ont eu la plus belle part, même si c'est difficile, la retraite pour plein de gens. C'est pas vrai du tout, je trouve. Pardon. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'ils prennent, puisque précisément, vous venez de dire que même les retraités n'étaient pas favorables. Si, justement, ce sont les seuls à soutenir. C'est les seuls à soutenir. Ils font partie de la base assez forte de la droite qui soutient Emmanuel Macron dans sa réforme sur les retraites. C'est vrai. En dehors de ce qu'on peut penser de cette réforme, moi je ne suis pas totalement convaincu par la réforme à point. En revanche, mon idée, mais je ne suis pas spécialiste des retraites, c'était que effectivement travailler une ou deux années de plus, ça me paraissait pas énorme à demander. Et je suis frappé que dans ces débats ou dans ces guerres, je ne sais pas comment il faut les appeler, personne ne dit jamais d'accord. On va avoir ça, mais on peut peut-être faire un effort là-dessus. Ça appartient absolument pas à notre culture. Par exemple, les cheminots auraient pu dire on garde notre régime spécial puisqu'on l'a négocié, mais on veut bien faire un petit effort, un an de plus. De toute manière, les cheminots, c'est déjà fini. C'est fait. Leur régime en total pour les futurs. La question, si vous voulez, c'est que en réalité, toute cette bataille porte déjà sur un petit nombre de cas, puisqu'un certain nombre de régimes spéciaux sont déjà éteints pour les années à venir. Donc bref, pour aller plus vite, moi j'ai le sentiment que Macron ne lâchera pas de toute façon sur sa réforme à point, parce qu'il en fait une affaire personnelle. Alors, et c'est ça qui m'embête, c'est pas qu'il le fasse, c'est que, est-ce qu'il le fait maintenant pour le bien commun ou parce qu'il veut pas céder, si vous voulez, on sait pas bien. En revanche, j'ai l'impression qu'il jette beaucoup de... Il lance beaucoup de bouées, si vous voulez, sur la question des 64 ans, ça se négocie, c'est pas clair. Et à mon sens, ce qu'ils vont faire, c'est négocier par appartement, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, non, François? Sur la pénibilité, notamment. Ils vont essayer sur la pénibilité, sur la clause du grand-père, sur le fait qu'ils vont peut-être laisser du temps au temps, etc. Mais enfin, globalement, quand même, c'est un peu un désastre, cette affaire. C'est un désastre de pédagogie, c'est un désastre même dans la façon dont la réforme est ficelée. À partir du moment, si vous voulez, où vous avez une majorité de Français qui ne comprend pas cette réforme, c'est pas parce qu'elle est mal expliquée, c'est qu'elle n'est pas claire dès le départ. Et moi, je me dis, avec un peu de sagesse, c'est pas du tout pour être sur la ligne ou de Martinez ou de Mélenchon, mais une ligne de bon sens. Quand les choses sont aussi mal engagées, quand elles sont aussi peu comprises, vous êtes dans une réforme systémique, vous êtes dans une réforme fondamentale pour 40, 50 ans, pour 3, 4 générations. Et ça nécessite un consentement de la nation. Ça nécessite, ça veut pas dire une unanimité, mais une forme de consentement. Si vous décidez au nom d'un électoralisme, Macron fait de l'électoralisme, s'appeler à la droite,
ça plaît aux retraités, ça plaît à son électorat. Mais ça fait pas une majorité, ça. Mais non, voilà, ça fait pas une majorité, mais c'est une erreur. Si vous arrivez, s'il passe en force, ce que je crois qu'à la fin il va faire, malheureusement, eh bien, ça va laisser des traces irréparables pour la présidentielle de 2022. Là où, avec un peu d'intelligence peut-être et de sagesse, plus de sagesse, on pourrait dire, on fait une pause, ok. On n'a peut-être pas bien compris. Le gouvernement prépare, même avec des instances indépendantes, parce que plus personne ne croit dans ce que dit le gouvernement, pas plus celui-là. Enfin, on ne croit pas non plus dans les instances indépendantes. Non, mais voilà. Dire, on installe des simulateurs, on est capable de démontrer que ce système à points va avantager plus de gens qu'il ne va en désavantager. Donc, en clair, on a besoin de temps. Je ne comprends pas, ou je comprends trop bien, pourquoi on court au galop pour rédiger cette loi. C'est une question de principe. C'est Macron, c'est je veux gagner. Mais le problème, c'est qu'on peut remporter une bataille comme ça, mais la guerre qu'il faudra mener en 2022 contre l'extrême droite, eh ben, je vous dis que moi, cette guerre, eh bien, je ne suis plus du tout sûr qu'elle soit gagnée par le camp des progressistes. Qui est un mot que je déteste d'ailleurs, progressiste. Voilà, qui est progressiste ou pas, voilà, on est d'accord. Et en plus, ce mot de progressiste a été complètement kidnappé justement par le camp Macron, comme si les gens de LR ou du PS ou de chez Mélenchon n'étaient pas progressistes. Enfin, c'est quand même très étonnant aussi, hein, c'est une bataille sémantique sur laquelle il faut être si le progressisme c'est l'écriture inclusive, moi je ne le suis pas. Moi non plus, je suis réactionnaire. Moi aussi. En l'occurrence, je le suis. Mais vous voyez, on est quand même trois, je pense, progressistes sur le plateau, et on est différentes là-dessus. Mais là aussi, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a aussi beaucoup de disparités au sein même de l'exécutif. Donc c'est aussi pour ça que cette réforme est aussi frappée d'illégitimité, parce que d'abord, le gouvernement s'est énormément usé et frappé d'usure depuis un an et demi de Gilets jaunes déjà, et qu'il a traité aussi les Gilets jaunes quand même avec beaucoup de mépris, beaucoup de condescendance, en disant le peuple, grosso modo, ça fume des gitanes et ça picole et ça prend du diesel, enfin grosso modo, rappelons-nous des propos de Griveaux. Donc tout ça évidemment Madame Hidalgo pense la même chose. Tout ça arrive, elle le dit peut-être moins fort. Vous l'écoutez pas. Tout ça arrive quand même dans un contexte aussi très difficile déjà de rapport de force entre le peuple entre guillemets et les élites qui nous gouvernent, et puis aussi donc cette disparité au sein même de l'exécutif entre des camps de droite qui veulent une réforme financière, paramétrique, économique, financière complètement, et un Macron qui effectivement a fait une affaire personnelle, voire un caprice, mais que lui veut une réforme systémique et pas forcément financière. Au départ d'ailleurs, il disait, et notamment sur l'âge aussi, il n'était pas d'accord non plus. Donc on a au moins 4, 5, 6 sons de cloche au sein même de l'exécutif. Pourquoi les syndicats les syndicats ne s'introduiraient pas dans cette disparité? Forcément. Elisabeth. Moi, je vais pas revenir sur la façon dont ils ont ficelé leur affaire avec une discussion sur un projet n'existant pas, ce qui était quand même un peu problématique. Mais je voudrais, pour les défendre, je voudrais faire deux remarques qui sont d'ailleurs contradictoires. La première, première, si vous voulez, c'est que je suis quand même un peu fascinée et même parfois énervée par ce pays qui n'est plus capable de se mobiliser que sur ce genre de choses. C'est quand même problématique. Excusez-moi que des gens de 25 ans vous disent, comme l'a dit un de mes amis, oh, t'as de la chance d'être né en 64 parce que tu ne seras pas touché par la retraite. Alors que nous, on y pense. On marche sur la tête. Et, si vous voulez, l'esprit Kennedy pour aller vite, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour notre pays, n'est pas très répandu dans un pays où tout le monde se considère comme une victime. Il y a des gens qui ont un travail pénible, il y a des gens qui ont commencé à 15 ans, mais quand j'entends tout le monde parler comme si tout le monde revenait de la mine après 20 heures de travail quotidien, c'est du foutage de gueule. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième, et puis on marquera une deuxième qui est un peu contradictoire, mais qui est sur le plan politique, c'est que j'ai entendu Gilles Legendre hier nous expliquer que les relations sociales, la lutte sociale, c'était préhistorique, parce que je suppose que ce qui serait moderne, c'est de faire comme les Allemands, on se met d'accord, on s'embrasse, et tout le monde est content. Ce qui est d'ailleurs pas vrai tout à fait pour l'Allemagne. Mais ça, je pense qu'au-delà des retraites, c'est toujours leur même vision. Vous savez, Jean-Claude Michéa disait que la gauche, c'est le parti de demain, c'est-à-dire ils détestent le passé, ils veulent... Tout ça, c'est vraiment réactionnaire et passéiste. Si vous voulez, je pense que c'est vraiment pas la bonne insulte à jeter à la tête des candidats préhistoriques. J'en ai marre des gens qui considèrent que le passé c'est mal. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, d'autant que c'est politiquement désastreux de la part du patron du groupe. On marque une pause et puis le journal dans un instant. Françoise, le journal en fait dans un instant. Il est 9h et la météo. Des neiges.
Et neige aussi. Restez avec nous. La météo des... Merci beaucoup Arthur. Et c'est le retour du petit déjeuner de l'actu. Virginie Martin, Elisabeth Lévy et puis Françoise Degois. Vos appels 0826 300 300. Oui, vous pouvez réagir sur évidemment ces retraites, la réforme. Alors notre question du jour, dans un quart d'heure maintenant, avec d'autres invités, ce sera: est-ce que sur la réforme des retraites, vous êtes pour le retrait total ou alors pour le maintien de la réforme, mais avec des modifications? Pour l'instant, vous êtes pour le retrait total, hein, donc majoritairement, avec beaucoup de réflexion. Donc on se disait tout à l'heure comment sortir de ces réformes. Et alors Elisabeth soulevait un point, c'est que quoi qu'il en soit, quelle que soit la réforme que l'on présente quand même aux Français, même si vous l'avez dit, hein, Françoise, il faut du consentement et tout, mais on a du mal à faire adhérer l'ensemble en fait du pays. On n'y arrivera pas. Je crois pas. Donnez-moi une réforme où il y a eu une adhésion. Mais il y a des réformes qui sont passées. Il y a beaucoup de réformes qui sont passées. La réforme de la travail est passée avec évidemment des soubresauts. Souvenez-vous. Non, mais écoutez, souvenez-vous des violences, des policiers bloqués dans les voitures. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire par là que là, on est quand même. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est la tradition syndicale. Moi, j'en ai un peu marre de ce petit jeu qui consiste à dire que les Français sont des réfractaires, qu'il y a toujours. Ben voilà, ça s'appelle la démocratie sociale. Ça s'appelle, Elisabeth rigolait du modèle allemand. Oui, c'est vrai, parce que les Allemands, ils ont mis quand même 40 ans pour obtenir enfin un SMIC. Alors, je veux bien que le consensus soit formidable et qu'on s'assoie autour d'une table avec l'industrie de la métallurgie ou de l'agroalimentaire. Enfin, je veux dire, c'est pas mieux. Moi, je crois que c'est notre tradition, elle est comme ça. Nous avançons par chaos, nous avançons par conflit. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du conflit. Je pense que mais là, vous avez raison, mais il y a quand même une chose qui est problématique depuis. Il y a quand même une chose qui est problématique, et notamment dans le comportement de la CGT, c'est les blocages. C'est-à-dire, il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester. Ça pourrit déjà suffisamment la vie des gens. Ça s'appelle la grève. Non, les blocages. Il y a des modalités. Pardonnez-moi, Françoise, empêcher les gens. Empêcher les gens. Ça vous ennuie que je finisse ma phrase? Je ne ferai pas la grève de la parole, madame. Du calme, parce qu'on ne vous entend plus. On rigole. Et donc, je pense que depuis quelques jours, on voit ça de plus en plus. Comme à la RATP, ils sont sanctionnés quand ils empêchent les non-grévistes de sortir. Ils font appel à des étudiants, des profs, enfin, à d'autres grévistes qui viennent empêcher les bus de sortir des dépôts. Ça commence. Il y a aussi une culture. Vous parlez de démocratie sociale. Dans démocratie sociale, il y a démocratie. Elisabeth. Donc, le fait, si vous voulez, de pas laisser bosser les gens qui veulent bosser, ça ne va pas. Juste un mot en réponse à ça. C'est vieux comme le monde. Je pense que ce que les mineurs de Carmaux se mettaient avec les forces de police à l'époque, au moment de Jaurès, avec les grandes grèves, etc. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même de l'eau de rose. Excusez-moi, on n'est pas en 1905. Mais si, justement, parce que je pense que le combat social, tout le monde a oublié que parce que nous vivons comme nous vivons, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des mouvements très durs. Ça s'appelle le rapport de force. L'armée ne tire pas. Je vous rappelle que l'armée ne tire pas sur les manifestants depuis fort longtemps. Non, mais je suis d'accord avec vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que la confrontation et le rapport de force, c'est ce qui fait que les choses aussi avancent. Virginie Martin, et ensuite on va prendre Ghislaine qui est avec nous. Il n'y a pas que ça aussi. Je crois qu'il faut aussi regarder de quelle réforme est-ce qu'on parle. C'est ça aussi la question. Parce que aujourd'hui, quand même, dans cette Europe, notamment occidentale et dans la France en particulier, les gens subissent aujourd'hui quand même ce qu'on appelle l'acte 2 de la mondialisation. Effectivement, alors pour les Chinois c'est très bien, pour les Indiens c'est très bien, la classe moyenne maintenant indienne, chinoise, etc. existe, mais nous ici, on sent bien que l'on perd des acquis tous les jours un peu plus, forcément. Donc évidemment les gens aussi se replient, se ferment, et quand on parle de réforme, généralement c'est quoi? C'est du rabotage. Si la réforme c'était on met le SMIC à 1400 €, vous inquiétez pas que personne irait dans les rues. Oui, peut-être le MEDEF évidemment, mais vous voyez, donc ça dépend aussi de quoi on parle. On dirait qu'une réforme, c'est devenu dans l'inconscient collectif, et les politiques nous ont mis ça dans la tête, dans le vocabulaire. Ça commence là, avec la Raymond réforme, c'est cool. Allez. Non, ces réformes sont plutôt pas cool dans l'ensemble. Ghislaine est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Ghislaine. Oui, bonjour. Bonjour. C'est un peu animé, hein, vous avez vu en plateau, mais toujours. Voilà. Effectivement. Oui. Donc, bien écoutez, moi déjà, à la base, ce que je veux dire, c'est que du conflit naît le dialogue et du dialogue naît le compromis. Oui. Voilà, je pense que c'est intéressant de s'appuyer là-dessus. Bon, il y a tellement de polémiques autour de cette retraite qu'on ne sait plus où on en est.
Voilà. Je pense qu'à la base, il aurait bien fallu expliquer les choses de manière claire et bien déterminée, définie. Voilà. Et après, bon, chacun pensait ce qu'il avait envie de penser, le cas échéant. Donc, s'il fallait avoir de la polémique autour, de la polémique justifiée, eh bien, ok, on y allait. Mais là, vraiment, ça fait 2 ans qu'on est dans une situation. Enfin, personnellement, parce que moi, je suis auto-entrepreneur, donc je suis en profession libérale après un parcours assez difficile de licenciement économique et autres. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même ce conflit devrait cesser. Parce que c'est pas avec autant de polémiques qu'on va avancer. Alors j'ai entendu ce que disent vos intervenantes là, le dialogue, la démocratie, etc. Bon, je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très 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 fragilisés déjà au préalable et qui plus est, avec tout ce qui se passe depuis maintenant 2 ans, ça les fragilise encore plus. Ouais. Voilà. Et vous, Ghislaine, vous, dans votre cas particulier, parce que vous avez été salarié, ensuite vous êtes passé en auto-entrepreneur, vous vous êtes interrogé aussi sur la suite, c'est-à-dire sur votre retraite. À quel âge est-ce que vous allez toucher, quoi? Mais écoutez, moi je continue, on verra jusqu'à ce que je peux. Moi je suis dans le domaine administratif et juridique, donc tant que je peux œuvrer, j'œuvre, voilà. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que le paradoxe, on est déjà sur presque plus de 4 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Bien sûr. On est sur une base relativement très très fragile déjà depuis des millions d'années. Donc voilà. Donc je veux dire que le paradoxe, c'est que au lieu de faire avancer les choses justement dans le bon sens avec des échanges cordiaux, justifiés et de façon que tout le monde puisse bénéficier d'une retraite correcte, voilà. Mais non, on fait tout le contraire parce que pendant ce temps, alors au prétexte que ce soit pour nos enfants, il y a des gens qui mangent pas aujourd'hui. Il y a des gens qui mangeaient pas hier. Alors ça, il faut y penser. Nombre des entreprises en danger, des pertes de chiffre d'affaires considérables, voilà. Et puis si je peux me permettre, je dis la vérité, moi je suis comme ça. La CGT, je les supporte pas ni en couleur ni en noir et blanc, d'accord. Ce sont des organismes qui font le désordre pour pouvoir continuer à se pérenniser, d'accord. Ils ont détruit des millions d'entreprises, des salariés liés à leur mouvement, bien des fois vraiment assez de manière pas forcément correcte, voilà. Donc c'est tout ça. Alors moi je veux bien, mais de toute façon la contestation pour ces gens-là, c'est l'essence même de leur. Non mais c'est votre opinion. Vous avez raison de la défendre et de vous faire. C'est le paradoxe. D'un côté, on veut soi-disant sauver quelque chose pour mieux avancer et mieux être loti, et parallèlement, on détruit déjà ce qui était déjà très 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 fragile. Voilà, parce qu'il y a des petites sociétés, il y a des gens qui se lèvent, il y a des femmes de ménage et autres avec des enfants et tout. C'est la corde d'empoigne. Voilà. Alors moi, je veux bien, mais maintenant, on dit stop. Alors il y a un nouveau dirigeant qui vient a priori d'être nommé. J'ose espérer qu'on ne va pas encore révéler des choses à terme dans le cadre de ces déclarations. Il paraît qu'il n'est pas net à 100%. Fait, enfin bon, mais après, passer à député, donc c'est qu'il y a déjà un cheminement. Voilà, on a des perspectives politiques, etc. Bon voilà. Mais de grâce, dans notre pays, on a toujours eu des mouvements et tout, mais c'est sans cesse. Moi, j'ai commencé à travailler en 84. J'ai toujours connu ça, quoi. J'ai 60 ans aujourd'hui, j'ai toujours connu ça. Alors un peu de sérénité, un peu de calme, réfléchissons. Par rapport à ce que dit. Merci, Ghislaine. Restez en ligne avec nous, Virginie Martin. Par rapport à ce que dit Ghislaine, c'est intéressant sur les polémiques qu'il y a autour de cette réforme. Mais il faut bien savoir que les polémiques, elles arrivent avant tout au départ, au niveau de l'exécutif lui-même. Au sein même de l'exécutif, personne n'est d'accord avec cette retraite. Comme je le disais au préalable, certains veulent 64 ans, pas Macron. Certains veulent des lois financières, pas Macron. Macron veut du systémique et du point, mais pas forcément Philippe, etc. Donc il faut voir aussi que pourquoi il y a autant de polémiques et pourquoi tout le monde s'incruste dans ces polémiques, parce que l'exécutif lui-même n'est pas clair. Il faut quand même bien l'avoir dans la tête, ça c'est aussi. Vrai qu'au fil des mois, mais on l'oublie. Oui, mais je trouve qu'on l'oublie. Et donc forcément, alors maintenant après, pour revenir sur l'histoire de la démocratie sociale, moi je crois qu'il ne faut pas oublier non plus tous les acquis aujourd'hui sociaux qu'on a grâce justement à ces mouvements. Aujourd'hui, on est quand même bien content, quand on est salarié en tout cas, je ne dis pas dans le cas de l'auto-entrepreneuriat, c'est plus compliqué, mais d'avoir 5 semaines de congés payés par an, d'avoir la sécurité sociale, d'avoir
quand même bénéficier des lois Aubry sur les 35 heures, etc. Je trouve qu'il y a quand même aussi des avantages. Oui, ça c'est vrai. Elisabeth et Françoise, Françoise, oui. Moi, juste un mot sur la CGT. On peut en faire les gros méchants, etc. Je voulais dire quand même que les syndicats dans les entreprises qui sont représentés sauvent aussi les salariés. Oui, il y a aussi des salariés qui viennent voir parce qu'ils sont maltraités, etc. Ils sont accompagnés. Voilà. Je veux dire, vouer aux gémonies le syndicat. Non, mais vouer aux gémonies le syndicalisme. Il ne s'agit pas de les vouer aux gémonies. Moi, je dis simplement, on est dans un rapport de force. C'est un combat syndical. Je ne sais pas du tout si Ghislaine veut qu'on retire ou pas la réforme. J'ai pas bien compris sa position. Je crois surtout qu'elle veut que ça s'arrête. Elle veut que ça s'arrête. Voilà. Parce qu'elle dit bon, on la comprend. Elle veut que ça s'arrête. Voilà. Je peux absolument la comprendre. Je dis juste, et je rappelais une minute sans faire pleurer dans les chaumières, que c'est dur de faire la grève. Qu'en ce moment, les cheminots, les profs, etc. sont en train d'y laisser eux aussi leur 13e mois. Voilà. Ils le font pas que pour eux, ils le font pour nous. Donc, je pense que le militantisme mérite autre chose que le mépris. Voilà. Ouais, bon. Oui, non, mais on peut quand même observer que dans ce pays, les syndicats défendent aujourd'hui essentiellement le secteur public, que dans le secteur privé, ils sont quand même assez. François. Ils sont moins syndiqués. Ils sont moins syndiqués, ils ne représentent pas beaucoup. Et les salariés du privé, et surtout, ils ont beaucoup moins de poids. On le voit bien dans le privé. Si tu veux avoir du poids dans le privé, il faut fédérer des milliers et des milliers de gens comme autrefois dans l'automobile. C'est plus du tout le cas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, parce que moi aussi, je constate que pour beaucoup de gens, la réforme est toujours une régression sociale. Mais il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire l'enjeu, la question qu'on doit se poser. Nous disons tous que notre modèle social est merveilleux, en dehors du fait de ce qu'il produit sur nous, qu'il transforme un peu en créancier. La question est de savoir, est-ce que nous pouvons conserver ce merveilleux modèle social? Or, à part des syndicats qui vous disent, ah bah ouais, il n'y a qu'à monter tout le monde au lieu d'en descendre certains. Bah oui, bon d'accord, il n'y a qu'un Faucon, on connaît. Non, le Conseil d'orientation des retraites dit la même chose. Je ne vois aucun plan convaincant qui me disent que, par exemple, sur les retraites, on peut tout conserver et rien changer, faire aucun effort supplémentaire. Je n'en ai vu aucun. Le corps, il faut monter les cotisations, par exemple. Exactement. Il faut monter les cotisations sociales. Et la part du PIB. Et si tu montes les cotisations, tu fais bien payer les gens. Mais non, tu fais payer surtout le patronat. C'est pour ça les d'ailleurs. cotisations sur les retraites, on en paye aussi. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que le MEDEF est absolument opposé. Il fera toujours capoter toutes les réformes parce qu'ils ne veulent pas payer plus. C'est bien. Vous commencez à empiéter sur le sujet suivant, c'est-à-dire justement. C'est une transition. Absolument. Que souhaitez-vous pour la réforme des retraites? Un retrait pur de cette réforme ou un maintien avec des modifications, ce qu'on a évoqué en fait à l'instant, et avec Ghislaine, merci, qui était avec nous. Dans un instant, vous allez pouvoir reprendre la parole. 0826 300 300 sur ce débat avec nos invités qui arrivent jusqu'à 10h.